Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de Balkanis Podcast. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver encore pour discuter, échanger encore sur l'immigration canadienne. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir parmi nous un invité que j'apprécie beaucoup. Il va nous parler de lui, il va nous parler de ses expériences, de ses études et de comment il s'y prend à l'immigration. Il s'agit de Sorel Inkari. Sorel Inkari est un consultant réglementé en immigration canadienne, membre du Conseil de réglementation des consultants en immigration au Canada. Donc, avec lui, nous allons échanger sur les permis d'études, les études au Canada de manière générale. Et c'est sûr que nous parlerons dans les détails de l'obtention des permis d'études et des autres questions reliées à cela. Mais nous ne faisons que commencer, nous déballons le rouleau aujourd'hui, mais nous ferons d'autres épisodes certainement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Alors, sans plus tarder, je vais m'empresser pour l'accueillir et d'abord dire merci énormément à Sorel. Je te remercie, Sorel, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui de participer à cet épisode de Balkanis Podcast et je voudrais te souhaiter la bienvenue. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci Eddy. Je suis honoré d'être là. Et quand j'ai reçu ton invitation, je me suis dit que c'était une belle plateforme pour non seulement donner une bonne image de cette pratique, de ce métier de consultant en immigration, Mhm. mais aussi question de pouvoir mettre en fond sonore tout ce qu'il y a autour de la loi, je veux dire, de l'immigration et de la protection des réfugiés au Canada. Et en l'occurrence, nous allons parler de tout ce qu'il y a autour de la procédure de présentation d'une demande de permis d'études au Canada. C'est ça, c'est ce que Donc, nous allons faire. Mhm. je te remercie de m'inviter et je suis heureux d'être là. Mais nous sommes honorés d'être là. Alors, pour vous, nos auditeurs et vous qui nous suivez sur nos plateformes YouTube, je souhaite vous dire que Sorel est un expert. Hein. Il va pas vous le dire lui-même, je vais vous le dire. Expert avec les demandes de permis d'études. Nous allons l'écouter. Il va nous parler pour votre bénéfice, pour notre bénéfice à tous. Nous allons comprendre un peu le déroulement de ce processus-là. Mais d'abord, avant d'entrer dans le fond du sujet, je voudrais savoir, Sorel, depuis quand pratiques-tu dans l'immigration et pourquoi travailler dans l'immigration? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller suivre toute une formation pour devenir consultant réglementé? Parce que j'ai vu ton parcours, je vois que tu es un enseignant d'abord et tu as même écrit un livre dont tu vas nous parler brièvement. Mais pourquoi par la suite avoir fait l'immigration. Et donc parle-nous un tout petit peu de ton parcours. Au départ, je suis né à Brazzaville, au Mhm. Congo-Brazzaville, en 1974. De toute façon, je pourrais dire que c'est de portée publique. Hein, cette information est disponible sur Internet. J'ai commencé par faire des études de lettres et de philosophie, puis D'accord? j'ai commencé avec des études de droit. Mais je suis quelqu'un de foncièrement littéraire, je pourrais dire ça comme ça, et D'accord? je suis revenu à mes anciennes amours. J'ai fait des études de littérature avant de faire des études en enseignement, puisque je suis enseignant de lettres en ce moment. OK, Et j'ai fait une option en linguistique française. parfait. Donc, j'ai travaillé pour le compte, travaillé, j'ai collaboré, je pourrais dire, pour le compte de certaines pages, Mhm. et j'ai pris le temps de pouvoir faire de la critique littéraire sur certaines œuvres. Et par la force des choses, évidemment, j'ai mis le pied à l'étrier où j'ai décidé finalement de pouvoir produire quelque chose qui me soit propre et personnel. Donc j'ai écrit un livre. OK. Euh, je dirais, elle était publiée à l'été 2013, exactement, aux éditions Téquière, une édition que je tiens, je dirais. OK. Euh, mais sauf que bon, depuis un moment,
j'ai mis un petit frein là-dessus parce qu'il a fallu que je reprenne des études de droit pour pratiquer légalement en droit de l'immigration canadienne, ce qui fait que depuis 2020, je suis membre réglementé du Conseil de réglementation des consultants en immigration canadienne. Mais parfait. Alors, comment avoir fait et pourquoi avoir fait le saut des études littéraires en immigration? Comment ça s'est passé et pourquoi l'immigration? Ben, disons que j'avais d'abord commencé par faire des études de droit au départ. Mhm. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est par la force des choses que j'ai décidé de revenir à mes anciennes amours. OK. J'ai beaucoup lu étant très jeune et j'ai voulu évidemment partager cette passion-là que j'ai pour la Mhm. littérature en étant, en devenant enseignant finalement, puisque les enseignants de littérature sont des passeurs culturels, comme on dit. Et je voulais voilà, partager cette fibre-là avec mes élèves, avec mes étudiants. Et c'est pour cette raison que je suis allé faire des études en enseignement dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que lorsque je suis arrivé au Canada, par la force des choses, en fait, il y a eu un faisceau de circonstances qui ont Mhm. concouru à ce que je décide de m'installer au Canada, même si l'idée de le faire remontait à la fin des années 80, lorsque j'ai eu mon diplôme d'études euh, moyenne générale, c'est ce qu'on dit, enfin, BEPC au premier cycle, je ne sais plus trop exactement, mais en tout cas, l'équivalent ici au Canada, c'est le diplôme de secondaire 5, d'accord, quand on a terminé ces études secondaires. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser venir m'installer au Canada. Bon, après, j'ai pris d'autres parcours, je suis allé m'installer ici et ailleurs, j'ai eu quelques expériences dans ces différents pays-là. Et c'est à la fin de l'année 2007 exactement que je suis venu au Canada. Mhm. Et quelques mois plus tard, j'ai fait ma procédure pour venir m'installer de façon définitive et permanente. OK, ben c'est très intéressant. Alors aujourd'hui, nous discutons au sujet d'une procédure d'immigration pour ceux qui souhaitent venir étudier au Canada. Alors, que pouvez-vous nous dire de manière générale? euh, De quoi a-t-on besoin pour venir étudier au Canada? Comment est-ce que ça se passe? Avant d'entrer spécifiquement dans les détails, les procédures de demande, ainsi de suite, mais donc brossez-nous un peu le portrait de manière générale. Comment ça se passe? Alors, venir étudier au Canada, c'est un projet. OK. Et comme tout projet, on doit le préparer. Mhm. Cela nécessite de mobiliser non seulement, je veux dire, les moyens intellectuels, je pourrais dire ça comme ça, puisque Oui. on y va pour ces études, donc Mhm. forcément, on s'y prépare Mhm. intellectuellement, mentalement, moralement aussi. Mais il y a, je dirais, le fardeau financier qu'il est nécessaire de préparer en conséquence, parce que les études au Canada coûtent excessivement cher. OK. Euh, si on fait une petite comparaison avec les mêmes études faites ici, pardon, au Canada, et donc par rapport aux pays Schengen, comme la France ou la Belgique, OK. nous connaissons OK. bien, je dirais que étudier au Canada coûte 2 à 3 fois, peut-être même un peu plus cher qu'étudier en France ou en Belgique. Donc, D'accord. c'est un projet qu'il faut mûrir, qu'il faut préparer suffisamment à l'avance, étant donné que IRCC, donc le gouvernement canadien qui s'occupe justement de la portion immigration, est Oui. très, très intrusive. Elle veut, enfin, je veux dire, cette partie-là du gouvernement Oui. canadien, donc le ministère de l'immigration, Oui. veut absolument savoir si l'intention de venir étudier au Canada est fondée et si le garant financier qui va s'occuper, qui va financer, subvenir aux besoins de son enfant pendant ses études au Canada, si cette personne-là a effectivement les moyens de pouvoir le faire. OK. Donc, je vais prendre ces deux grandes conditions, ces deux grandes exigences-là, et ajouter à cela, il faudrait évidemment que la personne
Ici, on va parler plutôt des étudiants majeurs, puisque Mhm. c'est le début, on va dire, de cette série de podcasts. Nous parlerons des étudiants mineurs ici aussi, au Canada, parce qu'il Tout est à fait. possible de venir étudier en tant que mineur, évidemment, Oui, mais oui. il faudrait que voilà, la personne qui vient étudier au Canada ne soit pas interdite de territoire et que la personne puisse évidemment montrer patte blanche lors je veux dire, de l'examen de sa visite médicale. Voilà. Mhm. OK. Donc, en gros, je vais parler de ces trois grands mouvements dans la présentation d'un dossier de permis d'études. Et ensuite, nous allons entrer en détail pour voir ce que ça peut donner finalement, de façon à ce que ce soit un peu plus clair pour pour nos auditeurs, pardon, Oui. je vais y arriver finalement, de façon à ce que ce Ça soit se passe bien, ça se passe bien. exactement, que ce OK. soit beaucoup plus clair pour eux Mhm. et que l'on prévienne, l'on anticipe certaines situations qui peuvent être fâcheuses parce que, bon, ben voilà, on a préparé son dossier comme il faut et puis finalement, on se retrouve avec un refus. Alors, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est qu'il ne s'agit pas d'une recette magique OK. puisque Important. c'est l'agent, exactement, c'est l'agent fédéral qui a la décision finale Mhm. et qui juge sur la bonne foi et sur l'évaluation de la preuve qu'il veut présenter si la personne qui a l'intention de venir étudier au Canada, le fait pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, va faire de ses études sa priorité en étant ici au Canada. C'est ça. Et déjà, c'est bon, c'est très bon et très bien que tu mentionnes cela. Et moi, je vais m'empresser pour dire également à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent sur YouTube qu'il faudrait absolument faire attention. C'est un drapeau rouge qui se lève lorsque les personnes ou le cabinet ou la personne à qui vous faites affaire ou qui vous accompagne pour vos démarches d'immigration canadienne vous donne une garantie de la réussite ou du succès de cette démarche qu'il entreprend. C'est un drapeau rouge qui se lève parce que aucune garantie ne peut vous être fournie. Et d'ailleurs, déjà, avant d'entreprendre de commencer de telles démarches, vous devez vous assurer de faire affaire avec des consultants réglementés ou des avocats. Mais au Québec, les notaires peuvent également vous accompagner dans vos projets d'immigration au Canada. Mais donc, nous allons maintenant dans les détails. Sorel, tu vas nous emmener pour nous conduire et dire, euh, d'accord, c'est un projet, par où je commence. Moi, je suis un candidat qui souhaite étudier ici. Je dois, j'imagine, d'abord avoir une admission dans un collège ou une université et ensuite commencer les démarches. Alors, conduis-nous, s'il te plaît, pour nous donner vraiment un éclairage sur ce que je ferais, moi, qui suis peut-être en France ou au Congo ou bien au Sénégal ou même aux Philippines, pourquoi pas, je voudrais venir ici. Comment je fais? Allons-y. Alors, pour commencer, il faut d'abord savoir que je vais d'abord me projeter au moment où je veux dire, je me projette un peu plus, je veux dire, dans le timeline, comme on dit en bon D'accord? français. Oui. Lorsque l'agent reçoit la demande, Uh-huh. il faut absolument qu'il y ait un lien conséquent entre les études qui ont été faites antérieurement OK. et le programme d'études pour lequel l'étudiant souhaite venir étudier au Canada. Je prends un exemple. Ouais. J'ai fait des études littéraires au départ et Mhm. soudainement, je décide de vouloir m'inscrire en informatique ou en génie civil. Mhm. Alors, je pense que entre les deux, il y a une incompatibilité qui est manifeste. Oui. Il faut éviter de se retrouver face à ce bris, je veux dire, de cohérence entre Mhm. les études qui ont été faites précédemment et l'intention que nous avons de vouloir aller étudier au Canada. Donc, c'est très clair que, comme on a parlé de projet tout à l'heure, ça doit être réfléchi, ça doit être pensé suffisamment en avance. On commence par voir ce qu'on a fait et on est un peu plus curieux, on va sur Internet. Maintenant, je pense que c'est un peu plus accessible C'est partout. c'est très accessible, oui.
exactement. Et donc, on va se renseigner. Il y a même des moteurs de recherche sur certaines pages qui proposent évidemment une liste de collèges ou d'universités où vous avez la possibilité d'avoir une idée très claire en fonction de ce que vous avez eu à faire au départ comme étude et ce que vous envisagez venir étudier ici au Canada. C'est la première chose. Et donc, on commence d'abord et avant tout par soumettre un dossier d'admission. Mais Évidemment, excuse-moi, Sorel, je voudrais t'interrompre juste rapidement pour te poser cette question. Qu'en est-il de quelqu'un, parce que pour la plupart, ils viennent juste de terminer les études secondaires, ils veulent d'accord. commencer les études postsecondaires. Disons quelqu'un qui a fait des études littéraires et se rend Oui. compte que pour une raison ou une autre, il souhaite faire des études en sciences infirmières, par exemple, ou en informatique. Est-ce que l'on ne peut pas déjà à ce niveau-là décider de changer, on ne peut pas appeler ça une carrière, mais de changer euh, le choix qu'on avait précédemment fait. Donc, si on le fait, ça veut dire que on se met déjà à risque de recevoir un refus parce que l'agent qui traiterait le dossier à ce moment-là risque de ne pas comprendre le lien et de ne pas penser ou de penser que cette demande n'est Et pas l'enfant. authentique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ce n'est pas très clairement dit, hein, parce que maintenant que, excusez-moi, que les demandes sont soumises en ligne, il peut arriver que au moment de générer les formulaires à envoyer, puisque c'est une machine évidemment qui travaille Oui. derrière tout ça, on ne nous demande pas de plan d'études. Ça peut Mhm. arriver. Mais Mhm. sauf que j'ai reçu des personnes qui ont eu un refus préalable parce que simplement, le plan d'études n'était pas suffisamment conséquent, ou qu'il était complètement absent de leur projet d'études au Canada. Donc, D'accord. on va y arriver pour expliquer beaucoup plus en détail ce que cela peut représenter, parce que c'est, on va dire, un vrai élément, je dirais, une partie du moteur qu'il ne faut pas laisser D'accord. parce que OK. sinon, le véhicule n'avance pas. OK. Donc, on parlait justement des études qui ont été faites au départ. Et par rapport à la question que tu viens de poser, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans le projet d'études qu'on va expliquer tout ça. OK. L'agent veut savoir, même si ce n'est pas très clairement dit, mais en fait, parce que le but du consultant, de l'avocat ou même ici au Québec, des notaires qui pratiquent en droit de l'immigration et qui, évidemment, font de la représentation de leurs clients auprès d'IRCC, donc Mhm. du ministère de l'immigration du Canada, Mhm. euh, le travail du consultant consiste justement à voir quels sont les éléments sur lesquels il faut travailler pour Mhm. appuyer le dossier de son client. Et D'accord. donc, le plan d'étude en fait partie En fait intégrante, je partie. dirais, Mhm. et c'est même évidemment une pièce majeure Mhm. dans la demande qui est soumise à l'agent des visas. Alors, D'accord. les études qui ont été faites au départ, évidemment, il peut arriver que l'on décide de pouvoir changer de filière, de formation, de Mhm. programme d'études. Mhm. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on décide de faire ce changement-là, il faudrait qu'il y ait un lien qui se fasse quelque part. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on soumet un dossier d'admission dans un collège, dans une université, il peut arriver, en tout cas je l'ai vu suffisamment fréquemment, que le service, le registrariat, enfin le service de scolarité Mhm. exige que l'étudiant euh, arrive dans un programme tremplin où évidemment, dans certains cas, passe certains préalables, des prérequis pour OK. intégrer le programme finalement. D'accord. Donc, c'est pour cette raison que pour gagner en temps et pour faire en sorte que l'étudiant arrive au Canada dans son programme, je veux dire, naturel, ça Mhm. serait vraiment intéressant à mon avis. En tout cas, c'est ce que j'explique à toutes ces personnes qui me contactent et qui ont besoin de mes services pour les accompagner. Je leur dis, écoutez, j'ai besoin de voir les bulletins de votre enfant de ces dernières études complétées. Et à partir de D'accord. ce moment-là, je me positionne et j'essaie d'orienter le client euh,
évidemment, c'est lui qui reste souverain de la décision à prendre, mais Absolument. en tout cas, j'essaie de minimiser les, les, les risques de façon à ce que on ait plus de chances de succès dans ce projet. Absolument. Alors, donc, le dossier, il est soumis Mhm. au service à la scolarité D'accord. du collège ou de Mhm. l'université. Et Mhm. ensuite, si tout se passe bien, généralement, au bout de 3 semaines, autour de 3 semaines en tout cas, on reçoit une lettre d'admission Mhm. où on vous dit, bon, bah, écoutez, monsieur Eddy, nous avons étudié votre dossier, évidemment, nous allons vous retenir pour l'année scolaire qui va commencer soit à la session d'automne ou à la session d'hiver. Et donc, à partir de ce moment, voici les démarches que vous devez devoir Entreprendre. entreprendre Mhm. pour pouvoir avoir votre permis d'études, le Mhm. document qui vous permettra d'étudier au Canada. D'étudier au Canada, c'est ça. Exactement, sur 2 ans, sur 3 ans, selon les différents programmes et surtout si on a l'intention soit d'aller faire une technique ou d'aller en études préuniversitaires. Donc c'est très important de pouvoir avoir cette lettre d'acceptation-là. Donc je OK. dirais que le travail du consultant en immigration, tout comme de l'avocat ou du notaire, comme on l'a dit ici au Québec, qui pratique en droit de l'immigration, c'est à partir de ce moment-là que son travail commence. Le Donc, travail commence après avoir obtenu la lettre d'acceptation. Tout à après fait. avoir obtenu la lettre d'acceptation. Alors, il arrive que dans certains cas, des consultants proposent un service complémentaire Complet, oui. Mhm. exactement pour essayer de, ben, je dirais pas de tout gérer, mais en tout cas d'alléger les démarches de leurs clients plutôt que ce soit le client qui fasse toutes ces démarches-là. Et donc, eux reçoivent tout dossier du candidat, entreprennent les démarches en leur nom, et une fois que la lettre d'acceptation est délivrée, à partir de ce moment-là, il se met au travail pour faire le reste, c'est-à-dire la demande de permis d'études. Et c'est ce que nous Alors, faisons ici chez nous, chez Balkan Immigration Services. Nous accompagnons nos clients jusqu'à à ce niveau-là parce que nous sommes également agents, si vous voulez, de recrutement de certains collèges et universités. Et c'est une donc, bonne je vais me permettre là maintenant de dire à nos auditeurs que vous pouvez entrer en contact avec nous directement, Balkan Immigration Services ou Azimut Immigration. C'est, nous sommes ensemble, Sorel et moi, collaborons pour vous assister et vous accompagner dans vos programmes d'études. Donc, vous pouvez soit contacter Azimut Immigration, donc Sorel va se faire le plaisir de prendre vos dossiers en charge, ou contacter Balkan Immigration Services. Il nous fera plaisir de vous accompagner. Je m'excuse, Sorel, je t'ai interrompu, mais c'était Non, important de mentionner cela et donc je te exactement. laisse poursuivre. Mais non, tu fais bien de pouvoir l'indiquer, évidemment. Et donc, les auditeurs qui sont en ligne avec nous ou qui vont plus tard découvrir ce podcast peuvent évidemment contacter Balkanis Immigration. Donc, c'est la firme d'immigration de mon ami et collègue, Eddy C'est ça. Balamboula. Ou encore, vous nous contactez Azimut Immigration directement. Les deux structures ont leur site internet où vous avez évidemment une redirection sur une adresse de contact C'est où, ça. où l'on pourra effectivement vous donner plus d'informations. Alors, Tout à fait. nous recevons la lettre d'affectation, non, j'allais dire la lettre d'acceptation, parce que c'est pas D'acceptation, oui. exactement la même chose, évidemment. C'est beaucoup plus tard que l'étudiant est affecté au Canada, si on peut dire ça comme ça. Mais en Ouais. tout cas, on commence avec la lettre d'acceptation et il va y avoir un certain nombre de détails. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que euh, au moment où nous préparons la demande, il y a les formulaires d'immigration qui sont standards. OK. Euh, et donc, tous les formulaires qui concernent les demandes de visa de résident temporaire sont
quasiment les mêmes. Il y a la demande de visa qui doit être faite à l'extérieur du Canada. Ça, c'est très important Mhm. à signaler, puisque Mhm. il y a des candidats, il y a, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, ça semble surréaliste, mais évidemment, j'ai déjà vu dans certains cas des demandeurs de permis d'études, en tout cas, qui ont eu à recevoir un refus de la part d'IRCC. J'ai OK. vu dans leur demande que ces personnes-là avaient oublié de pouvoir joindre un formulaire alors que c'est très clairement expliqué sur le site d'IRCC. Donc, c'est important de pouvoir lire les directives qui sont si évidemment les auditeurs, les personnes qui sont intéressées, évidemment, envoyer leur enfant ici au Canada, ils Mhm. doivent aller prendre cette information-là Mhm. sur le site. C'est de portée publique, en fait, Public, c'est destiné absolument, aux oui. gens. Voilà. Mhm. Mais évidemment, pour certaines personnes qui souhaiteraient que ce soit plutôt un professionnel en immigration réglementé, qui évidemment a la possibilité de pouvoir le représenter auprès du gouvernement du Canada, il n'y a pas de souci, nous sommes là pour pouvoir les accompagner dans ce type de projet. Tout à fait. Alors, donc, on a parlé de la lettre d'acceptation, on a parlé des Mhm. formulaires standards qui doivent être complétés, parmi lesquels rapidement on a dit qu'il fallait, voilà, on a des renseignements sur la famille et donc tous Oui. les membres de la famille doivent être cités dans un formulaire en particulier. Ça sert à rien de donner des précisions techniques parce Non, que, pas nécessaire. On pourrait exactement, peut-être plutôt parler des documents importants. la trousse, évidemment, d'accord, la trousse de demande. Hein, c'est C'est ça. exactement comme ça que c'est intitulé. Donc, vous avez accès à une trousse de demande. Et dans cette trousse de demande-là, il faut faire attention puisque la trousse de demande, c'est en fonction de votre pays de résidence au départ. Oui. D'accord? Mhm. Vous pouvez être de n'importe quelle origine, vous avez un passeport d'un pays, mais dès l'instant que vous vivez dans un autre pays depuis au moins 6 mois, vous êtes considéré comme résident de ce pays-là. Mhm. Donc, vous devez télécharger votre trousse en fonction de votre pays de résidence. Dans certains cas, les clients que nous avons, on va dire, viennent plutôt du bassin subsaharien, Oui. bassin africain. Et Oui. donc, généralement, le pays de résidence est le pays de citoyenneté. Donc C'est ça. là, ça facilite évidemment un certain nombre de choses. Mhm. Et dans cette trousse-là, vous allez avoir une liste de contrôle. Alors, c'est très important de pouvoir répondre à toutes les questions. Vous ne laissez absolument aucune Aucune. rubrique Ouais. Mhm. exactement. Et donc, si le cas ne s'applique pas à vous, bon, on va dire que maintenant, on va plutôt vers le tout numérique. Mhm. Et donc, vu que les formulaires papier commencent à prendre beaucoup d'âge et que c'est quasiment en voie de disparition, alors Tout est digitalisé. tout est digitalisé, effectivement. Alors, attention, il est très, très, très important, j'insiste là-dessus, parce que généralement, on n'y prête pas tellement attention. Mais la liste de contrôle, c'est, on va dire, votre boussole. C'est ce qui Mhm. va vous permettre de pouvoir vous orienter en fonction de ce que vous avez fait ou que vous auriez dû faire que vous n'avez pas fait. Donc, c'est très, très Mhm. important de pouvoir, chaque fois que vous avez rempli un formulaire et que vous pensez que c'est conforme à ce qui est demandé, vous cochez évidemment dans la liste de contrôle jusqu'à ce que vous assuriez que ben, finalement le document est prêt à être envoyé Mhm. au bureau régional OK. hein, de Mhm. traitement de demande. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que un étudiant qui arrive au Canada, généralement, vient tout juste d'atteindre sa majorité. Tout à fait. Ce sont des personnes qui ont autour de 19, 20 ans. Bon, je ne parle pas de ces étudiants-là qui arrivent au Canada Mhm. en poursuivant un deuxième cycle universitaire, par exemple. Mhm. Ça, c'est Ça, un ça autre serait, dossier. On fera tout ça un va être un autre épisode dossier. là-dessus. On en parlera de manière détaillée. En effet. Alors, et donc, ces étudiants qui arrivent au Canada ont forcément un garant financier. Alors, c'est là qu'entre en jeu tout l'aspect, tout le fardeau financier dont on a parlé au départ, Mhm. qui doit être cette fois-ci déterminant dans le dossier de l'étudiant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les universités, si je dis les et non pas des, c'est parce que de ce que j'ai pu voir, c'est quasiment
une bonne partie d'entre elles, de ces universités-là, et une bonne partie des collèges qui exigent désormais que le candidat s'acquitte au moins de ses droits de scolarité en ce qui concerne la première session. Et donc, il faut déjà mettre en balance environ 7 500 $. Bon, après, selon le pays de résidence, les téléspectateurs ou les web spectateurs pourraient convertir en monnaie locale. Et donc, on vous demandera de pouvoir payer, évidemment, avant d'envoyer le dossier, et même pour garantir votre place. Certaines écoles, certains collèges exigent, ce qu'on appelle ici des établissements d'enseignement désignés, exigent que ces droits-là soient acquittés avant une certaine date en tout cas. Généralement, lorsque vous recevez une lettre d'acceptation, on va vous donner autour d'1 mois et demi à 2 mois dans certains cas pour que ces droits de scolarité-là pour la première session soient acquittés en intégralité. OK, alors je vais me permettre, Sorel, excuse-moi, de te poser cette question parce que je sais que nos auditeurs se posent cette question de manière générale. OK, là, quelqu'un peut vouloir faire des études de, je veux dire, 2 années d'études ou 3 années. Première question, est-ce que, pour le bien de nos auditeurs, bien sûr, est-ce qu'ils doivent payer, vous avez dit au moins 1 année, mais est-ce qu'ils doivent prouver qu'ils ont la totalité des fonds pour les 2 années ou les 3 années d'études? Première chose. Et la deuxième, est-ce qu'ils sont obligés de faire ce paiement de la première année de scolarité? Ça, c'est une exigence de certaines institutions, mais pas celle d'Immigration Canada. Mais que se passe-t-il si ils ont effectué leur première portion ou leur paiement et qu'après, la demande de permis d'études est refusée? De manière générale, j'imagine que tu as déjà rencontré des situations comme celle-là, quoique peut-être que tu n'as pas eu beaucoup de refus parce que tu es bon là-dedans. Hein, je le dis pour nos auditeurs. Mais donc, que se passerait-il dans une situation comme celle-là? Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que les droits de scolarité, les frais de scolarité ont été acquittés et que malheureusement, encore une fois, c'est l'agent fédéral qui a le dernier mot sur l'accord ou pas de votre demande, de votre visa de résident temporaire. De résidence temporaire, oui. Exactement. Alors, donc, admettons que, bon, voilà, on a eu à faire tout cela, et puis finalement, bon, ben, malheureusement, le dossier a été refusé pour X raisons. Les droits de scolarité sont entièrement remboursés sur présentation de la lettre de refus, puisque c'est ce document-là qui va évidemment convaincre, on va dire, le service de scolarité que l'étudiant, malheureusement, ne pourra pas intégrer l'école cette année-là, en tout cas, puisqu'il y a possibilité de faire une représentation beaucoup plus tard pour le même programme, pour la même école, université ou collège, évidemment. Et donc, on a la possibilité de pouvoir le faire. Alors, donc, les frais sont remboursés entièrement. Certains collèges peuvent retenir des frais d'administration. Des frais d'administration, oui, c'est ça. Exactement. Donc, là-dessus, ce n'est pas grand-chose, mais ça peut arriver que l'on retienne, évidemment, c'est quelques 150, parfois 200 $. Ça peut arriver. Mais dans certains cas, il peut aussi se faire que la scolarité rembourse l'intégralité de la somme qui a été perçue, on va dire, proportionnellement aux droits de scolarité qui ont été évidemment notifiés dans la lettre d'admission. Alors, donc ça, c'est la première question. Ensuite, pour la deuxième question que tu posais, c'était que... L'immigration n'exige pas nécessairement le paiement des frais de scolarité. Ce sont les institutions qui, pour certaines d'entre elles, qui l'exigent. Oui. Alors, est-ce qu'on est obligé de présenter ou de faire le paiement d'une seule année ou bien de la totalité de la période de scolarité, 2 ou 3 ans? Très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, je reviens toujours là-dessus parce que c'est important. En droit, on dit toujours en principe. Et lorsqu'on dit en principe,
il y a une nuance qu'il faut apporter quelque part. C'est ça. On est d'accord là-dessus. Oui, Alors, absolument. bon, ce qu'il faut comprendre, évidemment, je le dis tout le temps, ce qu'il faut comprendre, c'est parce que on voit à peu près, hein, depuis quelques temps qu'on pratique, les dossiers qu'on a pu avoir et traiter, on peut se faire une idée assez juste, je dirais pas précise, mais assez juste de ce qui peut ou ne pas marcher. Mhm, Et donc, évidemment, l'agent des visas n'exige pas que les frais de scolarité soient payés. mhm, On est complètement d'accord là-dessus. Et le fait de payer, on vient de le dire tout à l'heure, le fait de s'acquitter de ces frais de scolarité de la première session, bien qu'en étant à l'étranger, évidemment, mhm, ne mhm. garantit pas qu'on va avoir un visa Absolument d'étudiant. pas. Exactement. Alors, ce qu'il faut faire, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on a ce type de projet-là, et dans les exigences, en tout cas parmi les critères, les conditions qui sont édictées par le gouvernement canadien en matière dans ce programme-là en particulier, à la catégorie des étudiants internationaux, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fardeau financier est un élément déterminant Absolument. dans le fait, dans le processus d'évaluation de la demande du candidat. Et donc, euh, l'agent, en sachant que les frais de scolarité ont été payés en partie ou en totalité, Ou en totalité. Mhm, le fait de savoir que l'étudiant qui vient de l'étranger va loger, par exemple, en résidence collégiale ou universitaire, évidemment, démontre de la capacité financière du garant mhm, financier. mhm, Donc, on n'est pas obligé de le faire. Certains, en tout cas, depuis 2, 3 ans à peu près, je vois que euh, dans les dossiers que j'ai pu voir ou des personnes que j'ai essayé d'orienter, hein, mhm, avant évidemment de pouvoir les représenter, enfin je veux dire, avoir l'accréditation et de pouvoir faire de la représentation de mhm. façon officielle. Lorsque j'étais en train de faire du conseil à titre, ce qu'on appelle ici pro bono, hein, donc Oui, complètement oui. gratuit, de, en voyant ce qui pouvait se passer dans certains dossiers, certains collèges n'exigent pas du tout que ces frais-là soient acquittés. Mais puisqu'on parle d'argent, puisque le garant financier doit démontrer à l'agent qu'il a les moyens de subvenir aux besoins de son enfant durant Mhm, tout son séjour au Canada, et bien mhm. évidemment, acquitter les frais de scolarité, je pourrais dire, nous permet de pouvoir euh, gravir la marche au-dessus, puisque on aura démontré notre capacité financière. Et donc, Avant, c'est un plus, en fait. Ça aide. Ça évidemment, contribue ça contribue énormément. OK, OK. complètement. Donc, l'idéal serait que même si ce n'est pas très clairement stipulé dans la lettre d'admission, c'est de pouvoir s'informer auprès de cette école-là et dire, bon, bah, Mhm, écoutez, pour mes démarches d'immigration, et de toute façon, si ça n'a pas été stipulé dans la facturation, puisque généralement, ben, depuis quelque temps, ce que je peux voir, c'est que les lettres d'admission ou les lettres d'acceptation hein, sont accompagnées d'une autre lettre, enfin, la portion facturation, et c'est là-dedans qu'on donne certains détails, enfin les comptes bancaires où il faut virer les fonds ou oui, oui. Mhm, éventuellement voilà la plateforme numérique où il faut aller payer ces droits-là, etc. Donc, on peut se renseigner auprès de cette école-là pour dire, écoutez, bon, ben, moi, je viens de recevoir la lettre, j'ai vu que je ne suis pas obligé de payer mes frais de scolarité, mais est-ce que pour faciliter mes démarches, il serait possible que je paye, que je m'acquitte des premiers frais, c'est-à-dire mhm, la première session. Généralement, les écoles sont très ouvertes à cette idée-là, et en sachant que ça vient de l'étranger, alors si les candidats à l'immigration, en tout cas leurs garants financiers, ne veulent pas faire affaire avec un consultant en immigration, ce qui est tout à fait leur droit, oui. il faudrait qu'ils envisagent, enfin, plusieurs semaines à l'avance, de pouvoir planifier le virement bancaire puisque ça vient de l'international. Hein, Mhm, surtout quand ça vient de nos pays où, bon, on sait très bien que ça doit transiter par certains pays, certaines banques en Europe avant que ça oui, arrive ici. oui. Donc, vous devez évaluer ce temps-là à intégrer dans votre planification
de façon à ce que le dossier d'étudiant, de permis d'études, pardon, soit soumis suffisamment à temps et que vous Mhm. n'ayez pas un refus parce qu'il a manqué du temps à l'agent des visas pour évaluer cette demande. OK. Donc, Mais oui, pardon. oui. Oui, Non, non, tu vas-y. peux poursuivre, vas-y. Mais ce que moi Donc, j'allais dire, c'est on a parlé beaucoup des garants financiers. Et je pose cette question pour aider la plupart. Est-ce que le garant financier doit obligatoirement être le, les parents, le parent, ou bien ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être un oncle, ou bien il y a obligation quelque part que le garant financier soit un membre de la famille. alors, le garant naturel est le père, Mhm. je dirais, Ou la ou mère. la mère, dans certains cas. Mhm. On est d'accord là-dessus. Et Mhm. donc, de toute façon, si votre garant financier n'est ni votre père, encore moins votre mère, vous devez pouvoir établir euh, Le lien. le lien entre la personne qui va évidemment se porter garant ou garante, on va dire, la personne de vos études au Canada et vous-même. Quel est le Mhm. lien de parenté qui vous unit, en fait, le lien d'affiliation qu'il y a entre vous? Si c'est l'oncle, on peut démontrer évidemment en produisant l'acte de naissance de l'oncle, l'acte de naissance de la mère, et on va bien voir que ben, les Il y a un deux lien. Mhm. sont évidemment de même père ou de même mère, en tout cas qu'il y a effectivement un lien de parenté là-dedans. Mhm. Ce qu'il faut éviter, c'est que ce soit des amis qui se portent garant. Par exemple, bon ben voilà, on connaît un tonton, comme ça se passe en Afrique, qui a des moyens, et Mhm. on va le voir, ben, est-ce que tu peux signer pour moi pour que j'aille au Mhm. Canada? Euh, Très clairement, la réponse va être non, parce que OK. cette personne-là n'a pas d'obligation morale Exact. euh, envers vous. Une fois que vous arrivez au Canada, vous pouvez faire ce que vous voulez et, par exemple, ne plus vouloir poursuivre vos études. Euh, il y a un point important que les gens doivent absolument intégrer, c'est que Oui. toute personne qui présente une demande d'entrée au Canada, hein, peu importe, on va dire, le chapitre, ou peu importe le programme, Mhm. cette personne-là est a priori considérée comme étant un immigrant. Mhm. C'est-à-dire que en arrivant au Canada, la personne peut essayer de contourner le système et ne plus respecter les conditions de son visa. Et Mhm. c'est ce que le gouvernement canadien ne veut pas au départ. Et justement, c'est pour cette raison que il y a, on va dire, cette espèce de cordon sanitaire entre, on va dire, le Canada, qui est le pays de destination, on va dire, où se projette la personne qui veut quitter son pays d'origine Mhm. pour étudier, pour s'installer, peu importe le programme, et évidemment la personne qui est de l'autre côté. Donc, on veut s'assurer que la personne arrive au Canada avec les bonnes intentions. Alors, dans ce cas-ci, il est question que la personne vienne étudier au Canada et très clairement, il faudrait que la personne fasse de ses études une priorité. Absolument. Donc, si dans la tête de l'agent, dans l'esprit de l'agent qui va traiter cette demande, il y a le moindre doute raisonnable sur le fait que la demande serait non fondée et que le motif ne serait pas exactement celui pour lequel la personne se rend au Canada, et dans ce cas-ci, il s'agit de se rendre au Canada pour faire ses études, la Mhm. réponse, elle est toute. Et Donc, c'est vraiment important de le dire. Il y a autre chose que moi je souhaite mentionner également, surtout pour toutes les demandes de visa visiteur, hein, résidence temporaire. Il faudrait également convaincre l'agent d'immigration que vous quitterez le territoire canadien à la fin de votre séjour, de votre durée de séjour autorisée. Ça, en c'est effet, aussi un élément très, très important sur lequel il se base pour dire si oui ou non, ils peuvent vous accorder l'autorisation de venir au Canada. Euh,
On a beaucoup de choses encore à dire là-dessus. Le sujet est vaste. J'aimerais aller encore plus. Malheureusement, nous sommes limités sur le temps, mais je voudrais rappeler à nos auditeurs et à tous ceux qui nous suivent sur nos plateformes, sur YouTube et autres, que nous venons de commencer ce chapitre sur les permis d'études. Nous allons en avoir d'autres épisodes qui aborderont des questions spécifiques. Par exemple, là, vous remarquez que nous avons parlé des garants financiers, nous avons parlé des lettres d'acceptation et nous sommes très ouverts à recevoir vos questions. Si vous avez des préoccupations quelconques, n'hésitez pas à nous les communiquer. Il nous fera plaisir d'aborder ces questions-là. Donc, vous allez avoir les coordonnées de Sorel et ainsi que les miennes au bas à la description de la vidéo sur YouTube et nous vous communiquerons également nos coordonnées. Mais avant de conclure, parce que nous arrivons tranquillement vers la fin, Sorel, je voudrais te demander, avec ton expérience, quelles sont les erreurs fréquentes que tu rencontres dans le traitement des dossiers d'une demande de permis d'études. Et on pourrait en aborder peut-être une ou deux et peut-être nous dire comment les éviter. Très bien. Alors, les erreurs les plus courantes, c'est, on a dit un peu plus tôt, hein, tout à l'heure, qu'il y a effectivement cette incompatibilité, hein, entre le programme d'études pour lequel on souhaite s'inscrire et les études qui ont été complétées dans le pays d'origine. Donc ça, c'est la première erreur. Alors, il faut que le projet soit cohérent pour lui garantir un maximum de chances de succès. La deuxième chose, c'est la garantie financière. On a vu on n'en a pas parlé spécifiquement, mais il y a d'autres épisodes qui vont arriver. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'agent des visas va demander, mais d'ailleurs, ça fait partie des directives, hein, n'importe qui se connecte sur le site du gouvernement du Canada, dans la rubrique IRCC, immigration, etc., la personne va tout de suite voir que la garantie financière est un élément incontournable. Donc, on va exiger que vous ayez, pour la première année, alors c'était une question qui avait été posée, mais à laquelle je n'avais pas répondu parce que, bon, après, on a parlé d'autres choses. C'est que l'agent des visas va en fait déterminer l'admissibilité sur la première année d'études. En fait, je veux dire, les garanties financières sont fournies uniquement, en guillemets, pour la première année d'études. Ce qu'il faut dire ici, c'est que la garantie financière doit être déterminée en fonction du fait que l'étudiant en arrivant au Canada n'est pas obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. C'est ça. C'est un peu antinomique parce que, de toute façon, contrairement à d'autres pays, quand on a reçu son visa d'études pour le Canada, qu'on valide au point d'entrée, et que, évidemment, on a un statut d'étudiant international au Canada, vous avez un permis d'études qui est annexé à votre... Un permis de travail. Un permis de travail, pardon, j'allais dire, qui est annexé à votre permis d'études. Et donc, c'est un peu antinomique, mais simplement, on a parlé de cela un peu plus tôt, l'agent veut s'assurer que vous allez poursuivre vos études comme activité principale. Comme activité principale de votre raison, de votre motif, hein, de votre installation temporaire au Canada. Après, il y a d'autres considérations, puisque, bon, une fois que l'étudiant a terminé ses études, le Canada fait les yeux doux à ses étudiants internationaux pour que ces personnes-là aillent vers des programmes d'immigration permanente. Donc, pardon, ça pourrait... pardon. Ça pourrait arriver à d'autres moments quand il nous sera donné l'occasion de pouvoir en parler. Donc, on a parlé de la garantie financière. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le lien qu'il faut établir, tu l'as dit tout à l'heure, Eddy, en fait, dans le pays d'origine. Donc, vous ne pouvez pas présenter une demande et ne pas mentionner dans votre demande, enfin une demande de permis d'études évidemment, dans ce cas-ci, et ne pas dire que vous avez de la famille dans votre pays d'origine, que vous y avez des liens d'attachement et que surtout l'agent va avoir un œil suffisamment vigilant sur le fait que le programme pour lequel vous souhaitez vous inscrire au Canada va avoir des débouchés suffisamment intéressants, donc des perspectives d'emploi dans votre pays d'origine,
puisque vous allez résider au Canada de façon temporaire et qu'à la fin de votre séjour d'études, vous êtes censé quitter le Canada. C'est ça. Donc, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un lien pour donner beaucoup plus de volume, beaucoup plus de contenance à votre projet d'études. Il faudrait que vous sachiez convaincre l'agent que, en allant poursuivre ce programme d'études-là au Canada, une fois terminé, que vous avez votre diplôme en poche, vous allez rentrer dans votre pays d'origine et occuper un emploi, puisque dans ce secteur-là, il y a des chances d'être recruté, et avoir un diplôme canadien va effectivement ajouter, on va dire, vous allez avoir de la valeur ajoutée à votre CV, à votre expérience internationale, etc. Et Sorel, Donc, je vais te permettre de prendre le temps de souffler un peu, prends un verre d'eau. Pendant ce temps, moi, je oui, vais aller dire à nos auditeurs encore une fois qu'ils peuvent te contacter. Azimut Immigration, le numéro de téléphone, c'est le 514 467 0060. Vous pouvez également contacter Balkan Immigration Services pour vos besoins en immigration canadienne. Je suis Eddie Balamboula. Vous pouvez me contacter au 613 302 79 12. Bientôt, nous allons avoir, je pense que lorsque vous écouterez cet épisode, le bureau Balkanis à Kinshasa sera déjà ouvert. Il y en aura certainement d'autres qui vont arriver. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour vous accompagner. Chez Balkan Immigration Services, notre mission, c'est d'investir dans l'humain, et nous voulons vous aider à réussir votre projet d'immigration, contre Sorel l'a si bien dit, comme Sorel l'a si bien dit depuis le début de cet épisode. Alors donc, Sorel, malheureusement, nous avons beaucoup de questions, mais nous devons tenir compte du temps. Nous allons certainement avoir d'autres épisodes, mais je vais te poser une ou deux questions pour terminer. La première, c'est euh, comment est-ce que l'on peut faire rapidement pour éviter que sa demande de permis d'études essuie un refus? À la volée, comme ça, deux petites choses. Je sais que bon, tu as mais, déjà mentionné, par exemple, le plan d'études, tu as mentionné les liens, tu as mentionné les garanties financières, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a autre chose euh, qu'il faudrait faire pour éviter un refus? Sinon, quelles sont les chances euh, que l'on pourrait avoir de voir son permis, sa demande de permis d'études acceptée ou refusée? Généralement, ça arrive comment? bon, généralement, ça arrive comment? C'est parce que le dossier est évalué, Mhm. euh, on va dire naturellement. Donc, D'accord. on envoie sa demande, l'agent évalue la demande en tenant compte de la liste de contrôle dont on a parlé, donc de la trousse de demande qui est jointe à cette demande de visa-là, à cette demande de permis d'études-là, et Mhm. des différentes considérations. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'aspect financier, on a parlé Mhm. du fait que l'idéal serait que l'on s'acquitte de ses frais de scolarité, Mhm. du moins pour la première session, et idéalement qu'on se loge à la résidence universitaire ou collégiale pour évidemment intégrer ce fardeau financier, en tout cas tous ces paiements-là, ces reçus de paiement-là, dans sa Mhm. demande, ce qui va donner, on va dire, beaucoup plus de poids, beaucoup plus de consistance à notre dossier d'immigration. OK. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'agent des visas, même si le garant financier peut justifier d'avoir beaucoup d'argent dans son compte bancaire, l'agent de visa veut s'assurer que l'entrée d'argent est permanente du côté du garant financier. On va Tout à fait. tenir compte aussi des charges, donc des enfants à charge que le même garant financier, pardon, j'ai fait un petit chat dans la gorge. On va Mhm. tenir compte du fait que d'autres charges que le garant financier pourrait avoir, Oui. donc d'autres sources de revenus, on va dire. Mhm. Mhm. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le critère de l'âge joue aussi dans la demande de permis d'études. OK. Euh, vous ne pouvez pas avoir complété, on va dire, bon, là je vais parler plutôt du circuit universitaire, D'accord. quelqu'un qui a par exemple obtenu son bachelor ou sa licence sous certains cursus, je veux dire à l'âge de 23-24 ans,
Mhm. et qui soudainement, à 35 ans, veut venir faire sa maîtrise au Canada. Alors, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que pour l'argent des visas, même si vous pouvez justifier avoir des enfants dans votre pays d'origine, dans votre pays de résidence, même si vous pouvez justifier avoir un conjoint ou une conjointe, ou que vous pouvez justifier avoir une Mhm. certaine stabilité financière, je peux dire qu'il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Parce C'est des que drapeaux, sans des drapeaux rouges, hein. Ça soulève des drapeaux. exactement, qui s'agite tout de suite. Alors, Mhm. donc, dans ce cas-là, il y a d'autres programmes d'immigration. Il faut plutôt aller vers l'immigration permanente dans ce cas-là. Et nous OK. avons évalué un certain nombre de contours pour Mhm. euh, pardon, permettre à ce que... désolé, hein, je sais pas, c'est peut-être un peu l'émotion là qui... Écoutez, lorsque Sorel parle des permis d'études, il est très absolument. impliqué. C'est un dossier, c'est un sujet qui le tient très à cœur. Il aime aider, il aime Ouais, euh, pouvoir donner le meilleur de lui-même. Et c'est ce que nous voulons faire. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes dans ce métier. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Sorel au tout début pourquoi avoir fait le saut dans l'immigration. Il vous a si bien dit, il est retourné à ses anciens amours. Et ouais, donc, c'est vraiment la volonté, l'amour du travail et la volonté d'aider. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Je vous garantis, moi au moins, je peux vous garantir à ce niveau-là, non pas que votre demande sera acceptée à 100% avec nous, mais je vous garantis que vous aurez d'autres épisodes avec Sorel et moi-même. Nous discuterons non seulement des permis d'études, mais nous parlerons d'autres programmes d'immigration également. Alors, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Je vous ai fourni nos coordonnées. Sorel est disponible avec Azimut Immigration. Je suis disponible avec Balkan Immigration en service. Nous pouvons travailler chacun avec son propre cabinet d'immigration, mais nous pouvons également travailler en collaboration sur certains dossiers et ça ne ferait qu'aider lorsque le besoin est présent. Et donc, je ne peux pas conclure cet épisode sans te remercier, Sorel, d'avoir pris le temps de discuter, échanger avec nous sur ce sujet. Il y a des choses que nous n'avons pas abordées, c'est sûr, nous y reviendrons. Nous parlerons spécifiquement du bassin subsaharien, justement, des pays africains, des taux d'acceptation, qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là et que font la plupart des étudiants étrangers ou internationaux qui viennent au Canada, comment se comportent-ils, comment l'immigration perçoit nos populations, en tout ce cas ces monde-là, candidats qui viennent de exact. nos pays. Nous allons aborder toutes ces questions-là. C'est important pour nous non seulement de fournir l'information, mais aussi de faire la sensibilisation, mais également de mentionner qu'il est très, très important de vous assurer de retenir les services, si vous le souhaitez, d'un agent, d'un consultant réglementé ou d'un professionnel Exact. autorisé à vous accompagner. Il y a énormément des fraudes, énormément de problèmes que nous entendons. Faites-vous une faveur, évitez de confier votre projet d'immigration. C'est le projet de toute une vie entre les mains de quelqu'un qui, souvent, ne sait pas de quoi il parle ou n'a pas la formation nécessaire. Vous le voyez, Sorel a la formation et son parcours le dit si bien pour vous aider et chez nous aussi, chez Balkanis également. Sorel, aurais-tu un conseil à fournir, un dernier mot à communiquer à nos auditeurs ici aujourd'hui? Alors, ben, le dernier mot, c'est que, ben, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, on va revenir, d'accord? Ça ne fait que commencer. Il va y avoir d'autres épisodes. Nous voulions introduire cette séquence-là par, on va dire, ce programme en particulier, parce que Mhm, on va dire que c'est l'un des programmes ben, avec tout ce que nous avons connu durant cette période pandémique là, et tout ça. En tout cas, c'est l'un mhm. des programmes encore ouverts aujourd'hui. Ouais. Et c'est pour cette raison que nous en avons parlé. Et Eddie vient de vous le dire, attention, euh, donnez-vous la chance, informez-vous pour savoir avec qui vous faites affaire. Sur nos sites, vous avez un lien qui vous ramène directement sur le répertoire des consultants
réglementés en immigration canadienne. C'est ça. Et ce que nous voulons faire, c'est de pouvoir vous accompagner dans votre projet. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire. Toutes les informations que nous vous donnons ici sont de portée publique. Vous Mhm, pouvez y avoir accès en vous connectant sur le site de d'IRCC, Immigration, mhm, Réfugiés et Citoyenneté Canada. mhm. Mais sauf que pour avoir pratiqué et pour avoir vu comment ça fonctionne, nous sommes à l'intérieur du système pour mieux vous accompagner et C'est ça. surtout pour mieux vous orienter dans les choix qui seront les vôtres. Mhm. Alors, donnez-vous cette chance-là et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les deux cabinets, les liens qui vous seront fournis tout en bas de cette vidéo. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais revenir et il y a encore beaucoup à dire. Beaucoup. Je Absolument. peux- Absolument. Alors, je te remercie infiniment, Sorel, pour ta disponibilité. Merci à vous également, chers auditeurs et téléspectateurs ou web spectateurs, de nous avoir suivis. Merci d'avoir accordé ce temps. Nous avons quand même pris un peu de temps aujourd'hui. Nous allons tenter de raccourcir nos épisodes parce que ce sont des podcasts. Nous voulons vous permettre de bien les consommer parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. On ne veut pas vous en donner beaucoup, vous en donner suffisamment et laisser le temps de digérer et nous reviendrons avec des prochains épisodes. Alors, merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Passez une agréable journée ou soirée, dépendamment du temps qu'il fait chez vous. Et on se dit à bientôt. Notre mission ici, chez Balkan Immigration Services, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes. Merci et à bientôt. À bientôt.